Donc là, on va passer au miracle de la TBSI. Donc en TBSI, nous parlons souvent des miracles que nous voyons survenir dans nos cures. Après quelques séances, parfois c'est à la deuxième séance, la personne change spectaculairement et dans de nombreux domaines de sa vie. En fait, un petit changement en répercute beaucoup. C'est tellement étonnant que nous nous disons ceci, que la théorie méritera encore de nombreux développements et sans doute la synthèse de plusieurs points de vue pour expliquer cela. Aujourd'hui, en ce qui me concerne, je vais donc essayer de tourner autour de ces miracles pour tenter de favoriser une autre réflexion collective. J'ajoute que bien des idées ici présentées sont aussi redevables du travail préparatoire avec Jean-Marc, dont vous reconnaîtrez la patte au passage. Ma première remarque concerne l'immobilité, la rigidité, le blocage, la perte de créativité. Beaucoup de pathologies, que ce soit physiques ou psychiques, se caractérisent par une immobilisation, une rigidification. Et de nombreux chercheurs ont déjà souligné ce point. On va en voir quelques-uns. Donc Henri Laborit, qui est chirurgien, éthologue, chimiste, philosophe, chercheur, qui a d'ailleurs découvert plutôt et mis au point les neuroleptiques et les tranquillisants. Henri Laborit a expliqué le lien entre les désordres somatiques et l'inhibition de l'action. Donc avec des expériences avec, par exemple, un animal, un rat placé dans une situation stressante, donc un choc électrique sur sa cage, qui ne peut ni fuir ni attaquer, lorsqu'il ne peut que subir, son action est inhibée. Ne pouvant rien faire, il est obligé de supporter le trauma. Il développe alors de graves troubles somatiques, hypertension, ulcères, etc. Par contre, s'il peut fuir dans une autre cage, ou bien s'il est coincé dans la cage mais avec un autre rat avec qui il peut se battre, il peut mordre, griffer. Alors dans ces deux cas, que ce soit la fuite ou l'agression, bien qu'il subisse les mêmes chocs électriques, il garde un état biologique excellent. Donc l'inhibition de l'action, l'impossibilité de trouver une décharge adéquate conduisent l'animal à rester immobile et passif, et sa santé se dégrade. Il en est de même pour l'être humain. Lorsqu'il se trouve coincé dans une situation sans issue et qu'il ne peut ni réagir par la fuite ni par l'attaque, il développe alors des symptômes plus ou moins importants, selon ses ressources internes préalables et selon la durée de la situation. Ses défenses immunitaires sont abaissées, des maladies surviennent, et Alain Resnais a illustré cela dans ce film Mon oncle d'Amérique. Un autre chercheur, c'est donc les travaux de Martin Seligman concernant ce qu'il a appelé l'impuissance acquise. Donc là, les expériences ont d'abord été menées sur un premier groupe de chiens dans une expérience préalable. Un des groupes n'avait rien pu faire face au trauma, face au choc. Et il a en somme appris qu'il ne pouvait pas arrêter la situation stressante et en particulier, il ne pouvait rien faire. Lorsque ce groupe est mis avec d'autres chiens dans une autre expérience, avec un petit muret qu'il suffit de sauter pour échapper au choc, la plupart du premier groupe restent passifs, ils gémissent, ils ne bougent pas. Alors que les autres chiens, qui n'ont pas appris précédemment qu'ils étaient impuissants, n'hésitent pas une seconde à se sauver, à passer le muret. Ainsi, écrit Seligman, lorsqu'un animal est soumis à des stimulations nociceptives d'alarme inévitables, comme des chocs électriques par exemple, celui-ci renonce à tout comportement d'évitement, il se résigne à l'immobilité. Ce comportement persiste même lorsque les situations nociceptives sont évitables. Comme il a appris ça, il ne bouge plus. En somme, pour reprendre ce que nous constatons chez l'être humain, il y a un vécu de perte d'espoir, hopelessness, et de perte de possibilité d'agir et de s'en sortir, helplessness. Donc une immobilité passive, source des somatisations et des maladies, en découle.
Cette immobilisation des forces vives et créatives se retrouve comme origine de la pathologie dans d'autres approches, par exemple en systémique. La perte de mobilité créative se voit dans l'adoption stéréotypée de la même solution, bien que celle-ci n'amène pas de libération. La personne tente désespérément ses solutions de niveau 1, c'est-à-dire celles qui restent à l'intérieur de ses présupposés, mais sans succès jusqu'à déprimer, tomber malade, immobilisé. En psychanalyse, on trouve ce même thème de la rigidification et de l'immobilisation qui en découle. La pathologie est directement reliée à l'ampleur et à la rigidité des mécanismes de défense qui enserrent la personne. En analyse transactionnelle, on retrouve cette idée d'une perte de souplesse quand la personne est soumise au driver, soit parfait, soit fait effort, etc. Ou alors dans une émotion raquette, celle qui vient d'une manière stéréotypée, en lieu et place des autres expressions. Bref, ce qui semble commun à toutes ces approches théoriques ou ces expérimentations cliniques, c'est le fait que le sujet s'immobilise, se fige, se bloque, se limite dans des comportements. Il perd à la fois sa complexité et sa créativité. Il fonctionne sur un seul registre et même ne fonctionne plus du tout. Il est ralenti dans sa dépression, sa perte d'espoir, son sentiment de ne rien pouvoir faire, son impuissance acquise. Cette perte de souplesse créative, cette rigidification, sont contraires à notre manière même dont nous sommes bâtis. En effet, nous fonctionnons sur un moteur à deux temps. Le sommeil, la veille, le système sympathique, le système parasympathique, les subpersonnalités reniées, les subpersonnalités dominantes, etc. Et d'ailleurs, les couples d'opposition suffisamment contrastés tels que faim, satiété, froid, chaud, mobilité, immobilité, sont indispensables à la structuration de la perception et finalement de la pensée. Une métaphore intéressante concernant ce système à deux temps semble être le vélo, l'apprentissage de vélo, du faire du vélo. Pour avancer en équilibre sur son vélo, on a besoin d'être dans un déséquilibre. Donc d'abord on appuie sur une pédale, la pédale de gauche par exemple, et on risque de tomber à gauche. Et comme on le voit bien quand on est enfant et qu'on apprend à faire du vélo. Alors, ça exige qu'ensuite j'appuie sur la pédale de droite et que je me mette dans un autre déséquilibre pour revenir vite sur l'autre déséquilibre à gauche. Et finalement, on trouve un équilibre et on bénéficie du plaisir d'aller vite en vélo dans ces deux déséquilibres qui forment un équilibre. Et si pour une raison interne ou externe on se rigidifie, on n'appuie que sur une seule pédale, ou si on renonce à ce jeu actif des déséquilibres successifs, alors on tombe du vélo au risque de se faire très mal. En somme, on pourrait dire que la maladie résulte du déséquilibre issu du refus du déséquilibre créatif que suppose la conduite équilibrée. Voilà, on va la écrire au tableau. Tu peux la relire? Je la relis. On pourrait dire que la maladie résulte du déséquilibre issu du refus du déséquilibre créatif que suppose la conduite équilibrée. Bon. Et là on retrouve un thème cher à la TBSI, la nécessité de réintroduire la complexité, de remettre en jeu la polarité des désirs opposés, de faire dialoguer les parties du psychisme qui sont en lutte et en contradiction, et de respecter l'équilibre des forces. Toute rigidification sur un seul pôle amènera une pathologie et finalement une impuissance. Les couples d'opposés ne peuvent donc plus fonctionner, l'alternance créative ne peut plus susciter la conduite vivante et libre du vélo. On perçoit donc que la guérison découle de la restauration d'une capacité à bouger et de la redécouverte du jeu créatif. Mais alors, comment le thérapeute peut-il contribuer à cette remise en mouvement, à cette audace créative? Tout d'abord, il faut comprendre pourquoi cet accrochage à l'immobilité anxieuse
Pourquoi cette crispation et ce blocage, cette rigidification des réponses défensives et stéréotypées? C'est qu'il y a là-dessous des angoisses importantes. L'impuissance acquise réveille l'angoisse de partir en morceaux. La personne se vit sans pouvoir et sans espoir, livrée aux événements, soumise à des châtiments impossibles à contrôler. Son psychisme est menacé. L'angoisse de morcellement, mourir ou devenir fou, que nous avons tous connue lors de nos expériences infantiles, est fortement réveillée. Et cette angoisse, dans un cercle vicieux toxique, est renforcée par le constat de la maladie et des symptômes, eux-mêmes issus de l'impuissance acquise. La tentation pour le patient est donc de coller à un autre puissant, que ce soit une personne ou un objet symbolique, par exemple les médicaments, et de cet autre, il sera attendu qu'il empêche le mouvement vécu comme dangereux. Un peu comme ce que décrit Donald Metzler, psychanalyste spécialiste de l'enfant autiste. Cet enfant ne connaît que l'identification adhésive, qui supprime toute distance entre le sujet et l'objet. Coller à son objet, ça permet ainsi d'éviter l'angoisse de la perte. Et Donald Metzler écrit « Le moindre mouvement est indistinguable de la perte et de l'anéantissement, provoquant alors une réaction d'extrême désarroi et de panique. » Sans aller jusque-là, on peut dire malgré tout que le patient en état de hopelessness et helplessness régresse à un stade d'angoisse très forte et tend à vouloir calmer celle-ci par le blocage, ainsi que par la crispation sur ses comportements et ses croyances antérieures. Dès lors, la ligne est toute tracée pour le thérapeute. Sa tâche est double: permettre que cette angoisse et ces angoisses sont contenues, et à partir de là, permettre la découverte, ou plutôt la redécouverte du mouvement créatif. Alors, comment allons-nous faire cela en TBSI, ou d'ailleurs aussi en psychanalyse réveillée, puisque l'un des éléments fondamentaux de l'expérience réveillée est le mouvement. Lorsque le patient s'arrête ou s'immobilise dans son rêve, ce rêve éveillé s'arrête lui aussi très rapidement. Mais bon, il y a des spécialistes ici qui sauront mieux expliquer. Alors, en TBSI, comment allons-nous faire pour aider le patient à contenir suffisamment son angoisse et à redécouvrir le mouvement créatif? Alors, peut-être allons-nous découvrir un paradoxe, mais enfin, on n'en est plus à un près, suivant lequel c'est un cadre et un déroulé de la séance rigoureusement balisé qui va permettre l'accès à la liberté créative. Cela se voit bien d'ailleurs dans le domaine de la création artistique. Il est fréquent que la créativité de l'artiste soit favorisée par un cadre rigoureux. Pensons au dogme 95 au Danemark, où les réalisateurs de films devaient avoir des contraintes très très importantes pour réaliser leurs films, et ça les poussait justement dans leur retranchement créatif. Pensons aussi à Georges Perec, qui a écrit le livre La disparition, sans utiliser une seule fois la voyelle E, voyelle qui est la plus utilisée dans notre langue française. Donc c'était une grande contrainte pour stimuler la créativité. D'ailleurs, Jean-Marc nous a souvent parlé de l'effet Venturi, dans lequel des encadrements qui sont restrictifs, qui restreignent l'espace et induisent une augmentation d'énergie. Donc en TBSI, les thérapeutes acceptent donc l'intérêt d'un processus rigoureusement balisé. Les repères, le déroulé de la séance, la valse à 3 temps, l'horaire délimité, l'obligation de la supervision, tout ceci représente une certaine contrainte. Ajoutons la nécessité aussi d'une accoutumance au travail émotionnel et à la prise de risque que l'on retrouve dans les stages résidentiels de la Cascamide. Quelles sont donc les conséquences de ces 2 points? Rigueur du déroulé, travail sur son propre émotionnel. Donc la première conséquence, c'est contenu par ces contraintes librement acceptées et intégrées, et habitué de plus au vécu émotionnel fort, le thérapeute se sent calme et en sécurité.
ses propres angoisses devant ce qui va se vivre en séance sont réduites. Deuxième conséquence, il peut alors accueillir, partager, contenir les angoisses du patient. Troisième conséquence, le patient, contenu par le thérapeute, a moins peur d'aller vers son émotionnel. Or, comme nous le verrons un peu plus loin, l'émotionnel est ce qui inaugure le mouvement qui permettra la séance. Alors, l'étymologie du mot émotion, ça vient du latin motio, mouvement, et qui vient de. Et cette étymologie indique très exactement le sens de ce mot. L'émotion est en effet un mouvement provoqué par une excitation extérieure. Donc les angoisses étant contenues par le psychisme tranquille du thérapeute, l'émotionnel va pouvoir être abordé. Et le niveau émotionnel sera d'autant plus élevé que le thérapeute TBSI, justement, commence par accompagner le patient le plus loin possible dans son vécu. Il est nécessaire d'aller jusqu'au fond de la piscine pour pouvoir donner le coup de pied qui va nous permettre de remonter à la surface. Donc le thérapeute TBSI en est suffisamment convaincu pour activement aider la personne à aller le plus loin possible dans le contact de son vécu émotionnel et permettre ainsi de ne pas rester entre deux eaux. La rigueur de sa démarche est au service du processus de libération. En résumé, la TBSI pourrait se voir comme une succession de poupées gigognes. La rigueur du cadre et du processus représente un contenant, permettant au thérapeute d'être lui-même un contenant, ce qui permettra au patient de découvrir son propre contenant. Toutes ces poupées gigognes emboîtées vont protéger et favoriser le surgissement créatif lui-même, niché au creux de ses sécurités et initié par la mise en mouvement émotionnel et par les techniques diverses de la TBSI. Alors, concrètement, et les thérapeutes qui pratiquent la TBSI le savent, cela va se dérouler ainsi. Tout d'abord et avant tout, le thérapeute va aller et accompagner sans crainte vers l'émotionnel du patient. Tous deux, liés par le SA2, issu de la relation d'équivalence, vont s'efforcer de dépasser les peurs qui cherchent à éloigner la douleur de l'émotionnel. On ne peut bien traiter que ce que l'on voit en face, que ce qu'on a dégagé, reconnu, mis en exergue. Un abcès ne peut pas être vidé et soigné si l'on n'a pas été clairement jusqu'à lui. Or, contenu par la confiance inflexible du thérapeute, le patient va oser aller vers ce qui le fait habituellement se figer, se raidir, s'immobiliser, et ainsi le mouvement, l'émotion s'installe en séance. Ensuite, il va y avoir la remontée des enfers. Alors le thérapeute, tel Orphée et sa musique, a osé s'avancer avec amour jusqu'au monde de la mort et permettre ainsi que le patient le suive ensuite, en retour, vers la lumière et la vie. Une condition, cependant, si l'on en croit le mythe d'Orphée, c'est vraiment de faire confiance au patient. On parlait de foi tout à l'heure, donc vraiment faire confiance aux capacités des patients, de ne pas douter que celui-ci fasse effectivement le chemin. En effet, comme vous le savez, Orphée, pris d'un doute, se retourne et Eurydice meurt une deuxième fois. La condition était que Orphée ne se retourne pas. Ainsi, et c'est une grande leçon, c'est seulement lorsque le thérapeute aura accompagné le patient jusqu'au fond de ses enfers et que celui-ci en retour pourra accompagner le thérapeute vers la découverte de la vie, des mouvements et des capacités dont il est porteur. Orphée nous indique qu'il faut de l'amour. C'est par amour qu'il va rechercher Eurydice, du courage. Il ose affronter, dit le mythe, les monstres des enfers et les dieux infernaux, et de la confiance dans le processus et dans le patient. Il ne faut pas douter que ceci amène la libération, ne pas vouloir vérifier anxieusement que ça se passe correctement, faire confiance à la promesse de guérison. Ainsi, le patient va-t-il pouvoir découvrir ou redécouvrir à la fois ses capacités et sa complexité psychique.
Et enfin, le dernier temps après cela, la mise en mouvement va se concrétiser par une nouvelle expérience. Le virage à 180 degrés indiqué par l'école de Palo Alto, qui permettra ainsi le coup de pédale sur le vélo exactement inverse du précédent. Mais nous le savons, les forces de frein face au surgissement des forces de changement doivent trouver leur place. C'est alors la tâche du thérapeute de les prendre en charge lui-même, d'une part en réduisant la nouvelle expérience à presque rien. Le presque rien, c'est d'autant plus faisable, réalisable pour le patient. D'autre part en restant sceptique, surtout dans le cas où il sait que l'immobilité, l'impuissance acquise, l'inhibition de l'action, la rigidification des mécanismes de défense étaient importantes. Du coup, libéré des forces de frein, puisque celles-ci sont assumées par le thérapeute, le patient va oser expérimenter le virage à 180 degrés. Et là, nous trouvons un point capital quant à la créativité du patient. Puisque la tâche, la nouvelle expérience est minuscule, tout ce qui ira au-delà de cette expérience sera le fait du patient lui-même. C'est lui qui décidera. C'est lui-même qui décide d'aller plus loin, plus fort, et plus souvent, et dans d'autres domaines de sa propre vie. Donc il n'y a pas qu'un changement, il y en a plein. Une proposition de tâche trop importante n'aurait pas permis ce mouvement. Au contraire, le patient aurait ensuite freiné ou se serait découragé. Il est donc absolument nécessaire que la proposition, la tâche, la nouvelle expérience soit très petite, parfois minuscule, afin que les changements créatifs décidés ensuite par le patient soient véritablement les siens, issus de sa propre initiative. L'appropriation de son propre changement et la mise en route de sa propre mobilisation découlent donc de ces mouvements emboîtés et successifs, aller au fond de ses enfers accompagné par le thérapeute, accompagner ensuite le thérapeute vers la sortie libératrice et se permettre in fine d'avoir sa propre mobilisation créative en dehors de la séance d'une manière expérientielle et vécue. Donc en résumé, et pour conclure, les miracles constatés en TBSI ne sont pas dus à une quelconque action mystérieuse du thérapeute. Ils sont dus au fait que l'immobilisation, l'angoisse, les somatisations font place à une mobilité retrouvée. Ceci passe par une aventure à deux sur le mode du mythe d'Orphée, qui requiert motivation, courage, confiance pour les membres de la dyade thérapeutique. Or, ces diverses conditions, motivation, courage, confiance, sont favorisées chez le thérapeute par l'adhésion aux exigences rigoureuses du processus TBSI et sont favorisées chez le patient par la reconnaissance de sa douleur, désormais vue en face, ainsi que par l'accompagnement sécurisant que fournit le thérapeute. La découverte par le patient de sa créativité, de sa liberté de mouvement sont au final ce qui favorise sa guérison. Voilà.